Bonjour Lynn. Bonjour Luc. Comment es-tu devenue astrologue? Bon. Tu sais, je m'intéressais à l'astrologie à partir de, je pense, vers 12 ans. J'ai commencé à lire les horoscopes dans les journaux et parce que j'étais désespérée pour trouver quelque chose qui faisait sens des gens autour de moi et sens de mon monde dans un univers que je dirais qui était relativement pas intéressé par ces choses. Je pense que l'astrologie, c'est une des premières choses qui m'a donné une explication sur la nature humaine. Et donc, j'ai suivi, j'ai cherché des livres, j'ai trouvé des livres de porte d'entrée. Il n'y avait pas grand-chose quand j'étais enfant. Lesquels? Ah, mais je suis anglophone, donc c'était des livres qu'on trouvait dans les supermarchés à la limite. Mais il avait un livre qui s'appelle Joseph Goodovich, Astrology, Space Age Science. Et là-dedans, on avait des positions de Vénus, de Mercure, du Soleil, des planètes extérieures. On pouvait faire une jambe de thème. Donc, je ne suis pas devenue astrologue jusqu'au beaucoup plus tard, quand j'avais accès aux livres un peu plus construits. Et donc, entre-temps, j'ai appris les lignes de la main, la chiromancie, qui a aussi un lien astrologique, évidemment, Jupiter, Saturne, Mars, dans la main. Et j'ai découvert que quand je parlais ce langage, ça ouvrait des pistes pour les gens. Mais comment tu t'es formée à l'astrologie? Mais je me suis formée toute seule. D'accord. J'ai trouvé des livres, j'ai commencé à faire des thèmes, je commençais à pratiquer et en dépit de mes efforts, je ne rencontrais pas un astrologue avant mes études avancées à l'université. J'ai rencontré un astrologue qui s'appelait Daniel. J'étais à l'Oregon à l'époque, faisant des études pour un doctorat en littérature, que je n'ai pas terminé, contrairement à toi. Et c'était un homme qui avait un petit chien blanc, un sac à dos, et dans le sac à dos, il avait un I-King, des baguettes, une éphéméride et un jeu de tarot. L'essentiel. Donc je dirais que c'était la première personne que j'ai rencontrée qui connaissait plus que moi. Et lui, il avait étudié avec Mark Edmund Jones, qui a d'ailleurs fait les symboles sabiennes. Très grande astrologue du début du XXe siècle. Et donc, ça me donnait, c'était très important parce que c'était génial de parler avec des gens. Quelqu'un qui connaissait vraiment ce langage symbolique. Donc, je parlais tout le temps aux autres. J'avais déjà fait des interprétations de thèmes très jeune. Et après, j'ai déménagé à Boston. Et là, il avait des librairies ésotériques à Cambridge, Massachusetts. Et j'ai rencontré tout un groupe de gens qui sont devenus amis. On a parlé beaucoup entre nous. Et j'ai commencé à faire des consultations. Et je suis allée voir des grandes astrologues à Boston, une femme qui s'appelle Isabel Hickey, qui était vraiment d'une pure tradition théosophe. Mais quand je suis allée le voir, j'étais déjà dans un autre versant, je dirais. C'était un peu trop tard pour moi de me faire former par quelqu'un. Donc en fait, j'ai fait l'astrologie un peu par une piste personnelle uranienne. Et du coup, multiple. Et très multiple. Bon, j'ai lu tout ce que je pouvais trouver, tout. Mais pas que l'astrologie, comme toi, des livres de philosophie, des livres sur le soufisme, sur la Kabbalah. J'ai pratiqué le I-Ching, des livres de hindouisme, des livres de... Donc en fait, tout ce que j'ai fait dans ma vie a nourri l'astrologue que je suis devenu. Jung, bien sûr. Et après, tu es venu t'installer en France pour des raisons astrologiques ou pour d'autres raisons? Non, je crois que j'ai toujours dit, quand j'étais très jeune, qu'un jour, j'irai ailleurs et je ne retournerai pas. Ce qui est effectivement le cas. Et je suis arrivée en France
vers l'âge de 26-27 ans. Et à peu près en même temps, j'avais beaucoup d'intérêts multiples. Et à peu près en même temps, j'ai dit, OK, je suis astrologue. Tu vois, parce que j'aimais l'astrologie, mais je l'ai quitté, j'explorais autre chose. Et puis j'ai finalement dit, d'accord, je m'engage. Parce que comme toi, l'astrologie ne me quittait jamais. À chaque fois que j'essayais de le quitter, il revenait en force. Donc... Et elle est toujours là. Oui, toujours. Quelle est ta vision du monde du fait de faire de l'astrologie? Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vision du monde? Bon, comme j'ai dit au début, déjà à 11-12 ans, je trouve c'est intéressant de ces âges. 12 ans, 11-12, c'est un retour de Jupiter. 14, c'est l'opposition de Saturne. Et beaucoup des gens que je connais, qui sont des astrologues comme ça appelés, ont découvert l'astrologie dans ces eaux-là. Mais comme j'ai dit avant, j'avais besoin de quelque chose qui me faisait sens du monde. Et quand j'étais à l'université, la dernière année, j'avais un professeur avec lequel j'ai fait des études, un cursus indépendant. Ça veut dire que j'ai créé mon propre cursus. Et il m'a donné beaucoup d'œuvres jungiennes. Parce qu'il savait que j'étais intéressée par la mythologie, l'astrologie, le symbolique. Et donc ça, c'est... Mes rêves ont explosé, mais j'ai écrit tout. J'ai fait des journaux, j'ai écrit les positions de la Lune au moment de tel et tel rêve. J'ai observé pendant... J'ai fait l'observation du ciel en même temps que mon expérience intérieure, qui à l'époque était... très coloré et très riche, et j'avais bien besoin de quelque chose qui m'aidait à décrypter le monde. Donc ça t'a permis, si j'entends bien, de donner de la cohérence et du sens à l'explosion des messages venus de l'inconscient. Oui, exactement. Mais aussi de faire sens aux autres, et des événements mystérieux dans la vie des autres, les manifestations miraculeuses ou tragiques. En fait, c'était... je crois que l'astrologie est quelque chose de révélateur, qui aide à comprendre le chemin humain. Merci. Croyez-vous pas que le langage symbolique, qui est celui de l'astrologue, comme celui de l'artiste d'ailleurs, est un langage qui permet de rétablir la connexion avec les forces du vivant? Comment arrivez-vous à créer cette connexion lors d'une consultation, lors d'un cours? Donc, je vais leur formuler en disant, à ton avis, quelle est la spécificité du langage symbolique, du langage astrologique ou symbolique? Je crois que quand on est parce que moi je pratique la consultation, quand on est en face d'une autre, on lit avec un symbole, avec un langage symbolique, on lit tout de suite l'autre à une autre dimension. On n'est pas dans le personnel, mais on est dans quelque chose extra. C'est pas extra-personnel, c'est beaucoup plus que ça, mais on se lie à une façon de penser le monde, à un système, on peut dire philosophique, même si l'astrologie accueille des philosophies multiples, on peut dire. Donc ça dépend un peu quel astrologue. Mais déjà dans l'idée de dire que chaque personne a un lien avec Vénus, la planète de la beauté, ou un lien avec Mars, une planète de force et de courage, de dire que chaque personne a un lien personnel avec une force énergétique archétypique, ça ouvre quelque chose. Et de dire que cette lien est très spécifique et individuel. Toi, tu as parlé des briques universelles qu'on utilise tous. Mais en fait, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est... J'utilise bien sûr mon intuition.
Parce qu'il faut parler pas simplement de symboles, mais aussi de l'intuition, parce que sans l'intuition et l'imagination, on n'a pas accès à ce symbole. Et donc, je dirais que je commence à parler à quelqu'un et je sens déjà leur énergétique et je lis ça à ma carte symbolique, la carte symbolique astrologique. Et tout de suite, on a un dialogue qui se passe entre l'expérience personnelle et une connaissance de quelque chose de plus large. Merci, Lynn. Tu me regardes étrangement, je sais que ça te fait réfléchir. Oui, ça me fait réfléchir. Donc je me demande, avant de voir la personne, est-ce que tu prépares la consultation? Comment tu la prépares? Comment ça se passe? Mais je regarde toujours le thème et ça dépend de la demande de la personne. Quand j'étais jeune astrologue, je préparais des longues périodes, des choses, et quelquefois les gens me demandent des choses très précises. Ils me demandent de regarder des périodes de temps propices ou pas. Mais je prépare toujours un peu la lune progressée, de voir où est une personne est dans cette symbole. Je regarde les transits, bien sûr. Tout ça parce que j'ai beaucoup de pratique, c'est plus rapide que quand j'ai débuté, bien sûr. Et donc après, il y a cette connexion énergétique avec la personne, c'est ça? Oui. Après, j'entre dans l'espace de la consultation, qui lui-même est rempli de cet univers symbolique. Et comme tu dis, c'est non-jugement, c'est un lieu... il y a toujours une autre dimension entre moi et l'autre. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire, il y a un espace de consultation. Par exemple, le matin, je peux être énervé par quelque chose ou en mauvaise humeur qui n'a rien à faire avec la consultation ou quelque chose. C'est pas très commun, mais ça peut arriver. Et quand je fais une consultation, après, je suis parfaitement alignée. Parce qu'on est aligné à quelque chose, à un ordre symbolique. On est aligné à le langage de l'univers quand on fait une consultation. Donc, et je pense que ce processus d'alignement, ça arrive pour moi et pour l'autre. Oui, c'est vrai. Merci. Est-ce que tu veux nous donner un exemple sur ce qui se passe lors d'un cours ou d'une consultation, d'un espace nouveau que ça a ouvert chez une personne que tu as reçue? Je m'en sens... je pense que quelquefois, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai donné une conférence sur la maison 7. Et le titre de cette conférence, c'est « Est-ce que c'est toi, est-ce que c'est moi ?» Alors, et après, dans un cours, on a parlé de ça, et je crois qu'une de mes élèves avait beaucoup de planètes en maison 7, mais 4 planètes, dont Saturne, Pluton, par exemple. Et il y avait beaucoup de questions sur qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que sont nos projections sur ces planètes, et qu'est-ce que c'est le réel de la rencontre avec l'autre. Et donc on a... Je crois que c'était très profonde, en fait, parce qu'il y a des stéréotypes qu'on peut avoir avec l'astrologie, mais quand on regarde en profondeur, et quand on réfléchit avec l'expérience de l'autre, ces stéréotypes se révèlent comme une source, pas du tout quelque chose de fermé et limité, mais plutôt une source d'ouverture pour la personne, de comprendre mieux le lien avec l'autre et les processus de projection, de réjection, d'une œuvre qui est donnée dans la vie comme une instruction qui est donnée par
la carte symbolique de la vie de la personne, de quel chemin apprendre. Donc je crois que ça peut être très très profond et on espère en tant qu'astrologue que quand on parle de quelque chose précis, ça va activer une réflexion dans l'âme de l'autre, dans le psyché de l'autre, on peut dire, qui fait que des choses sont reconfigurées. Du coup, tu fais des suivis dans les consultations, tu fais des suivis avec les personnes que tu reçois? Ah oui, bien sûr. Je fais des suivis. Bon, il y a des gens non qui viennent une fois, mais il y a des gens avec lesquels j'ai des dialogues depuis très longtemps, une vingtaine d'années. Donc tu les connais ou par plus. Non, pas du tout. Je ne connais pas du tout par cœur. C'est justement ce qui est passionnant dans le travail. Quelquefois, en fait, je me souviens, j'ai travaillé avec quelqu'un qui venait tous les 6 ans. Donc pendant 30 ans, donc on ne s'est pas vu beaucoup, mais dit tous les 6 ans, j'ai besoin d'un petit repère et ça m'aide à faire sens des dernières années de ma vie, etc. Et il y a des gens avec lesquels il a un dialogue, je ne les connais pas du tout par cœur parce que les êtres humains sont pleins de surprises. Et d'ailleurs, est-ce que toi, tu connais ton thème par cœur? Non, moi j'ai oublié des trucs. J'ai réalisé seulement il y a quelques années que j'avais un aspect que j'avais jamais vu. Oui. Non, mais je crois que c'est ça, on se rend compte en regardant des gens qu'on connaît bien, parce que des gens qu'on connaît bien, je pense qu'il faut prendre du distance avec l'astrologie, il faut oublier leur thème. Et puis de temps en temps, quelque chose est tellement fort qu'on est obligé de faire attention. Mais c'est la même chose avec soi-même. Et en fait, ce que je trouve extraordinaire avec l'astrologie, c'est qu'on n'épuise jamais le thème. Le thème n'est pas... En fait, je trouve ça dommage quand on dit « je connais par cœur quelqu'un », que je peux dire que la personne m'est familier, ça je dirais. Ça c'est différent. Mais que... Et même des gens que je ne connais pas très bien, qui reviennent au bout de quelques années, je les rencontre et au fur et à mesure qu'ils parlent, il y a un souvenir de tout un dialogue, de toute une conversation. Mais il faut dire que je prends des notes. Avant, je me rappelais de tout et maintenant... Tu prends des notes sur les thèmes Je prends des notes, oui. Et donc du coup, ça te fait une espèce d'archive pour faire avancer l'interprétation astrologique? Oui, mais maintenant, il faut faire attention avec le secret. Oui, il faut tout ça peut être anonymisé de toute façon. Oui, oui, bien sûr. Mais bon, j'ai des archives, mais quelquefois, c'est vraiment plutôt pour me rappeler des choses. Et quelquefois, mes notes sont incompréhensibles. Mais généralement, si je veux vraiment faire un travail profond, je demande permission d'une personne. Et bien sûr, j'ai des gens avec lesquels je travaille qui ne veulent jamais que je parle d'eux. Donc, oui, je comprends. C'est normal. Hein. Oui, bien sûr. Tu as écrit des ouvrages, en fait. Tu peux nous en parler? Oui, j'ai écrit des ouvrages en anglais. Et un de ces ouvrages est traduit en français, Les Révolutions solaires. D'ailleurs, mon éditeur a disparu, mais le livre est toujours là. C'est curieux. J'ai écrit 2 autres livres. Le premier livre, c'est sur les constellations familiales, qui s'appelle en anglais la filiation planétaire, Planetary Threads. Il y a un autre livre à 4 mains avec Liz Green, Darby Costello et Melanie Reinhardt sur Mars. Et en ce moment, ce livre est épuisé. Et j'ai l'intention de réécrire ce livre et ajouter beaucoup de réflexions qui sont venues entre-temps. Donc c'était sur quel thème, le livre? Sur Mars. Ah, sur Mars aussi? Ah oui, sur Mars. Tout le monde, tous les 4 auteurs ont travaillé. La mienne s'appelait « Entre le conflit et le désir ».
Oui, c'est joli titre pour Mars. Oui. Tu as l'air des jolis titres. Oui, oui, ils me viennent. Les jolis titres sont un peu comme la poésie. Tu vois, il faut attendre l'inspiration. Et quels sont tes projets actuellement? Je sais que tu fais beaucoup de séminaires, de conférences, notamment à l'international. Quels sont tes projets? Ben, je suis comme tout le monde, je vais beaucoup parler. Là, je viens d'écrire un article sur Uranus en Gémeaux. Et je vais participer dans une petite conférence Zoom mi-décembre. J'ai un cours sur la symbolique du corps et l'astrologie. Tiens donc. Mais que je ne fais pas tout à fait dans la même façon que toi, que je fais un peu dans ma façon, mais c'est une zone de... Je me souviens que dans les années 90, j'avais fait une stage avec Jean-François Berry dans le Drôme à ce sujet, avec une amie Nicole Caspi qui était acupuncteur. Elle a fait la médecine chinoise, nous on a fait une amie danseuse remarquable. Il y a très longtemps, on a travaillé ce sujet et j'ai toujours eu une affection pour ce sujet, donc j'ai adoré tous tes livres. Faudra que tu me montres, parce que je ne savais pas que tu avais travaillé sur le corps humain. Oui, oui. Par rapport au thème astrologique. Oui, oui. Ah, oui. Je fais régulièrement en anglais. Et puis, j'irai à un congrès en Floride en mars. Et je crois que je donne une conférence sur la maison 7 et je fais autre chose, mais j'oublie. Où est-ce qu'on peut retrouver tous tes travaux lynbelastrology.com. Mais c'est surtout en anglais. Donc, Lynbel. Avec Google Translate, c'est facile. Oh, parce qu'il y a beaucoup d'enregistrements, je pense. J'ai beaucoup de cours disponibles. Donc, par exemple, l'année dernière, j'avais fait une série sur l'astrologie et l'argent. J'ai fait une série sur l'astrologie et la sexualité. Tout ça sur le site de Lynbel. Oui, et puis dernièrement j'ai fait une série sur l'astrologie de la famille, et tout ça c'est en anglais. Bon, on va attendre la traduction. Maintenant on a peut-être des sous-titres, je ne sais pas, c'est possible. Mais dernièrement on a fait aussi une conférence sur la Lune, et puis comme tout le monde je vais travailler... Bon, j'ai beaucoup donné des conférences sur Pluton en Verseau, sur le trigone, le double trigone coupé par le sextile de Saturne-Neptune. On va tous parler de ça. Alors oui, justement, quel est le beau titre de ton intervention au colloque? Mon titre, c'est « Foncer dans le brouillard ». Foncer dans le brouillard, pourquoi? Bah, évidemment, foncer parce que c'est Bélier. Et brouillard parce que c'est Neptune. Et puis Saturne est compris dans le titre parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va rencontrer ou trébucher. Est-ce qu'on va avoir des rencontres un peu qui nous arrêtent ou qui nous amènent à des endroits où on n'a pas envie d'aller. Donc ça, c'est la partie saturnienne. Donc ton intervention au colloque Source du mois de mars sera sur... donc c'est plus c'est la dimension psychologique de la conjonction Saturne-Neptune-Bélier ou comment ça se passe? Pas uniquement. Je pense que je parlerai pas de... Je pense pas que je vais parler du tout de Marx ou le manifeste communiste, même tout ce que je suis incapable. Mais j'ai envie de parler de... Bon, cette dernière conjonction, évidemment, qui est la dissolution du monde, et je suis très intéressée par les nouveaux rêves qui se manifestent dans le monde à ce moment-là. Je suis intéressée par comment on vit, le fait qu'un monde qu'on connaît bien va en partie avoir moins de solidité pendant une certaine période, et parce que les énergies sont en bélier, je pense que l'être humain, je parle ici collectivement, va en fait courir dans plein de directions, et certaines seront le bonnes, et certaines ne seront pas le bon.
Et je suis très intéressée par ce processus de qu'est-ce qui surgit en nous, qu'est-ce qui nous anime avec cette nouvelle conjonction qui est d'une certaine manière d'une très grande créativité, d'une pulsion de vie, ou peut-être de survie. Et en anglais, il y a une chanson Fools rush in where angels fear to tread. Tu connais ça? Non. Alors je traduis, c'est les fous foncent là où les anges ont peur d'y aller. Donc, c'est intéressant parce que... pourquoi? Non, je pense qu'on peut dialoguer, c'est pas grave. Ben, c'est bien Saturne Neptune en bélier, parce que les fous qui foncent, côté bélier quand même, et la dimension angélique, c'est Neptune. Bien sûr. Donc Saturne, il va devoir mettre un peu d'ordre et de structure dans tout le système. Mais dans la tradition astrologique, Saturne est en chute, en bélier. Ah oui, c'est vrai. Et ça veut dire quoi, à ton avis? Écoute, moi j'ai un peu de mal avec ça, parce que on dit que Mercure est aussi en exil, par exemple en Sagittaire, etc. Non, mais parce qu'il veut tout faire. Et donc il perd peut-être sa précision. Oui, je suis d'accord. D'accord. Mais en fait, les planètes en chute et en exil ne sont pas moins importantes. Elles sont sans doute confrontées à plus de défis que lorsqu'elles sont dans leur signe de préférence. Oui. Mais oui, on conçoit bien qu'un Saturne bélier, mais en même temps, Saturne bélier, ça peut canaliser la transcendance. Donc il y a une espèce d'intuition fulgurante pour concrétiser des nouveaux projets qui sont essentiels parce que ça commence un grand cycle zodiacal. Oui, c'est vrai. Non, mais je crois qu'on va beaucoup discuter de ça lors du congrès Source. D'accord, donc on va faire ça pour le congrès. Très bien. Je veux revenir sur la question de mes influences astrologiques, parce que je crois que j'ai pas bien répondu. J'ai dit j'ai appris tout seul, ce qui est vrai, mais je me souviens du moment que j'ai découvert Arroyo et Liz Green, et je dis, bon, voilà l'astrologie que je pratique. C'était comme une reconnaissance en disant, c'est comme ça que je réfléchis l'astrologie. Mais en fait, à cette période de ma vie, qui était une période avec des multiples transits de Neptune, je dirais, j'ouvrais un livre et j'avais des miracles de connexion avec des auteurs. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont influencé. Et quand je suis venue en France, j'ai découvert André Barbeau à la bibliothèque de Centre Pompidou. À l'époque, on pouvait marcher, regarder des livres, et des livres d'André Barbeau étaient dans cette bibliothèque. Et j'ai découvert justement son travail sur des cycles. Et je me souviens, la première fois que j'ai lu les cycles et l'histoire, j'ai eu une révélation que je n'ai jamais eue. Et je suis allée, j'ai cherché André, parce que je dis il faut absolument traduire ces livres, ou j'ai pas le don de traductrice du tout. Mais André était très accueillante, très agréable, très charmant, comme toujours. Il me dit de la tutoyer tout de suite, donc on s'est toujours tutoyé, André et moi. Et j'ai envoyé un esquisse de traduction à une maison d'édition aux États-Unis. Ils ont dit ça nous intéresse, mais c'est trop compliqué. Donc il me dit je suis jamais traduit en anglais. On a fait plusieurs tentatives, mais il m'a conseillé d'aller rencontrer Colette Chollet, qui à l'époque organisait des congrès. Et à ce moment-là, j'ai rencontré l'univers français d'astrologie. Et grâce à tous les astrologues français que j'ai rencontrés, j'ai appris l'astrologie traditionnelle en écoutant mes collègues. Et puis j'avais déjà lu Rudyard, etc. Mais comme toi, j'ai rencontré Ruperti. Et relativement tôt, j'ai fait un rêve que je devais rencontrer
Jean-François Berry. C'est des gens qui m'ont parlé de lui en disant tu devais le rencontrer. J'ai rêvé que je devais enseigner un cours avec lui. Et justement, on a enseigné ensemble quelques années plus tard. Donc, tous ces gens, tous les astrologues français m'ont beaucoup nourri par leurs réflexions, quelquefois en opposition, quelquefois je dirais je suis pas du tout d'accord, comme toi, quand tu dis je suis pas d'accord avec la tradition qui dit une planète est un détriment. Mais justement, toutes ces choses sont devenues une source de réflexion, quelquefois par opposition et quelquefois par dialogue. Et donc, j'ai beaucoup de toutes ces rencontres avec mes collègues français. Donc, toi, Luc, m'ont beaucoup enrichi dans ma réflexion. Et après, quand j'ai fait des congrès en Angleterre, je crois le premier était en 89, et en Hollande, et j'ai aussi appris de tous mes collègues que je connaissais par des livres. Et à partir de 95, je commençais à enseigner à l'école de Liz Green, et donc effectivement, tous mes collègues là, Darby Costello, Melanie Reinhardt, etc., c'était une période très très riche. Donc quand j'ai dit j'ai appris l'astrologie toute seule, j'apprends de l'astrologie tout le temps par les gens que je connais et qui le pratiquent. Mais du coup, comme tu as une expérience internationale de l'astrologie, est-ce que tu pourrais nous dire un mot sur les différences dans la manière de pratiquer ou de concevoir l'astrologie en Europe, en Inde, en Angleterre, en Chine, puisque tu es allé aussi en Chine? Est-ce que tu as cette espèce de regard pluriel sur la manière d'aborder l'astrologie? Ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a beaucoup d'astrologie. Il y a je pense que peut-être dans l'astrologie anglophone, on met plus d'importance sur la communication et le don de communiquer. Et en France, on met beaucoup d'importance sur la réflexion intellectuelle sur l'astrologie qu'on présente à nos écouteurs. La consultation ne se passe pas de la même manière. À la consultation, je ne sais pas, oui. Mais les conférences, je peux dire, ou des cours. En général, le système éducatif français commence avec le large et valorise la philosophie, le pensée global, et le pensée anglophone valorise la spécificité, l'expérience individuelle. Mais maintenant, aux États-Unis, par exemple, on peut dire que les choses ont beaucoup changé. Les jeunes arrivent beaucoup par The Astrology Podcast, qui est Chris Brennan, qui est une astrologie helléniste, qui a un retour aux sources, qui à la limite n'utilise pas les planètes extérieures, tu vois, ou peu ou pas dans la même manière. Donc il y a des techniques anciennes qui sont renouvelées, dont beaucoup de gens parlent, comme Zodiacal Releasing, un peu comme les dashas dans le système indien. Je suis allée à un merveilleux congrès en Inde en 2019 avec beaucoup des Occidentaux et des Indiennes. C'était une expérience de pluralité fabuleuse. Et l'astrologie indienne est vaste et riche et impossible d'apprendre rapidement. C'est vraiment un univers différent. En Chine, mon ami qui a créé une école, David Rayleigh, est en astrologie évolutionnaire. Donc il utilise beaucoup les nœuds de la Lune et il commence l'astrologie avec l'entrée du thème avec les nœuds de la Lune. Donc les gens que j'ai rencontrés là-bas, qui l'ont suivi, ont appris l'astrologie comme ça. C'est une astrologie lunaire ou solaire? Non, c'est l'astrologie occidentale, oui. Mais avec une importance mise sur le nœud de la Lune, comme l'astrologie évolutionnaire aux États-Unis, qui prend comme une donnée la notion que c'est pas notre seule vie, qu'on a d'autres réincarnations qui a forme. Sont des gens que j'aime beaucoup aux États-Unis parce que ils diraient que c'est tourné vers l'évolution de l'âme et l'évolution de l'être. Donc c'est beaucoup plus
qu'est-ce qu'on a à apprendre et comment ça nous libère du passé. Donc c'est un peu le même but. On dirait que l'astrologie humaniste, mais avec peut-être une dimension plus forte sur l'idée du passé. Merci Lynn. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Oh, ce que j'ai dit là, c'est que le début. En Angleterre, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Oui, il y a plusieurs écoles dont j'admire, le Faculty of Astrological Studies, the London School of Astrology, the Mayo School, qui enseignent une astrologie moderne, 20e siècle, mais qui est nourrie par beaucoup de courants aussi. Donc si j'entends bien, l'astrologie... Et plurielle. L'astrologie anglo-saxonne est plus dans le concret, dans le travail. Parce que moi, à un moment, j'ai été frappé, mais il y a longtemps, je ne sais pas si c'est toujours le cas. J'avais lu un article sur l'astrologie aux États-Unis, et il y avait des choses très précises, c'est-à-dire tout un livre sur Uranus en Bélier, enfin, j'en sais rien, ou toi, comme tu fais une conférence uniquement sur la maison 7. Alors qu'en France, même avec l'astrologie humaniste, il y a des choses plus générales. Enfin, il n'y a pas cette précision, j'ai envie de dire, qu'on trouve parfois. Si, on peut trouver ça ici, et je crois qu'il y a, même en France, des divisions énormes entre les astrologies qui veulent voir la précision de l'astrologie. Par exemple, interpréter un thème. L'autre soir, on avait une table ronde sur Pluton opposition Mars et quelqu'un a amené le thème de Bertrand Cantat, qui a Mars opposition Pluton qui a tué quelqu'un. Donc moi, j'aurais pas forcément commencé avec ce thème-là, parce que donc ça, c'est un exemple français. C'est pas un exemple abstrait. Donc je crois qu'en France, il y a des gens qui veulent vraiment utiliser l'astrologie pour comprendre, déchiffrer et démontrer les événements de la vie. Ça existe dans toutes les astrologies du monde. Et puis, il y a des gens qui... je crois qu'un astrologue qui consulte attire des clientes qui correspondent à son philosophie et son approche. Et donc, pour moi, l'astrologie est toujours un dialogue avec le chemin de vie de la personne. Et l'astrologie est toujours là pour conscientiser la vie de la personne et pour dénouer des choses qui sont difficiles. Donc, il a j'ai une dimension psychologique qui est très très forte dans mon pratique. Mais c'est pas uniquement ça, non plus. Merci Lynn. Merci Luc.